tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire, qui est le deuxième webinaire innovant de l'année sur les 8 programmés. Vous savez qu'on organise 8 webinaires innovants par an. Alors aujourd'hui, nous allons parler valorisation de la laine avec Audrey Desormeaux, donc de la FNO. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, nous voulons vous informer que d'une part, ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons très rapidement, à la fin de la Oui, semaine ou au début de l'autre, le replay que vous pourrez bien évidemment regarder. Et puis également, nous attendons vos questions, soit en levant la main. Audrey a prévu 3 plages pour y répondre. Soit vous mettez un mot dans la conversation et je vais essayer de relayer toutes vos questions à Audrey. Voilà. Alors, on va commencer, Audrey, par les caractéristiques des laines françaises et faire un point également sur la réglementation. À toi. Bonjour à tous. Je suis Audrey Desormeaux, chargée de mission pour la Fédération nationale ovine. Et je suis le dossier laine et je vais essayer de vous faire un peu un point sur les perspectives de marché. Et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions, mais voilà, peut-être que je n'aurai pas tous les éléments. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir en discuter en tout cas. Je vais attaquer, comme l'a dit Laurence, par les caractéristiques des laines françaises et un point sur la réglementation. On fera une petite pause. Je ferai une petite pause pour pouvoir répondre à vos questions sur ces sujets-là. Après, on attaquera les données de marché. Là aussi, on fera un petit point pour que vous puissiez poser vos questions. Et après, on enchaînera sur les perspectives et les usages en faisant un point sur la feuille de route et les résultats d'une étude de marché avec un zoom derrière sur les usages agricoles. On ne pourra pas passer en revue tous les usages parce qu'il y en a énormément. Donc voilà. Je vous propose de démarrer. Pour démarrer, la laine de brebis, c'est une matière aux multiples propriétés. Hein, c'est une fibre de kératine qui est relativement complexe dans sa structure, et ce qui fait qu'elle a de nombreuses propriétés. Maintenant on commence à en parler et je pense que la majeure partie des gens autour de l'écran les connaissent. Elle a des propriétés d'isolation, aussi bien thermique qu'acoustique. Elle a une résistance au feu, elle est dépolluante aussi, puisqu'elle capte certains microparticules. Elle est solide, elle a une mémoire de forme et elle est aussi légère, ce qui fait qu'elle peut avoir des usages techniques intéressants. À la base, ce sont des fibres on a différents types de fibres dans la laine. On a les fibres qui constituent la majeure partie de la laine, qui sont longues, courtes, fines, frisées, c'est ce qu'on appelle le duvet. Et après, on peut avoir, en fonction des races, la présence de jarres qui sont des fibres plus dures et plus cassantes, qui du coup, dans le cadre de fils par exemple, vont faire qu'on aura des fils et un produit derrière qui sera pas forcément très doux. Et puis aussi, ça prend pas la teinture. Et pour certains usages, le jarre est proscrit. Cette répartition, et les propriétés aussi, avoir de la légèreté, parce qu'on va avoir des épaisseurs de fibres différentes et des longueurs de fibres. Cette répartition, elle varie en fait en fonction des races. Et à l'intérieur des races, à l'intérieur du troupeau même, ça peut varier. On va avoir des animaux qui vont avoir plus ou moins de jarres par rapport à d'autres. Et donc, ce qui fait que c'est aussi complexe derrière pour des usages, parce que si on veut un produit homogène, il faut potentiellement, en fonction des usages, adapter le tri. La laine française, c'est plutôt des laines françaises. On a 50 races de brebis en France, avec beaucoup de brebis croisées aussi. Ce qui fait qu'on a des qualités de laine très, très, très variables, avec des caractéristiques différentes. L'INRAE a fait une classification sur laquelle nous, on a l'habitude de se baser en fonction de la finesse et de la longueur des fibres. On a les mérinos fins et moyens, où là, on retrouve les races mérinos. On a les laines fines moyennes, où on va être sur des
des laines qui sont en dessous de 30 microns, donc qui sont, on va dire, relativement fines par rapport aux autres races, mais qui peuvent être un peu courtes. Et donc, pour du fil, sur du fil cardé. Ensuite, on a des races qu'on caractérise comme croisées moyennes. On va être du coup sur des races qui vont voilà, être plutôt utilisées sur la matelasserie, où on va être sur des laines qui sont moins fines, mais qui vont avoir du gonflant et qui vont être un peu plus longues, et donc qui auront des usages techniques encore différents. Et après, on a on a les laines qui ont du jarre, qui sont plus jarreuses, avec généralement du coup des races plus rustiques en fait, qui sont adaptées à leur territoire et du coup qui ont plus de jarre parce que le jarre protège aussi contre le froid. Et après, on a les divers croisements, donc les races, enfin, c'est pas des races, pardon, mais divers croisements, donc les laines croisées et les laines colorées qui finalement, après, peuvent se répartir dans les différentes catégories qu'on a vues en dessous, mais qui ont la particularité d'être colorées et qui, pour des usages, par exemple, textiles, sont intéressants parce que ça permet d'avoir des produits teintés naturellement. Et donc, c'est des races voilà, qui peuvent être valorisées aussi par rapport à ça. Donc, il y a une cartographie qui a été faite en 2023 pour essayer en fait de quantifier en fait les laines françaises en fonction de ces différentes catégories. La difficulté, en fait, parce que ça peut paraître assez simple, mais finalement, on n'a pas de statistiques sur la répartition des races en France en brebis. On a des éléments sur les béliers, mais pas forcément sur les brebis. Et donc, il a fallu voilà, faire un peu des calculs et surtout des extrapolations pour essayer voilà, de cartographier un peu où étaient les races et les effectifs de répartition de ces races pour après, voilà, en fonction des races, les classes qui sont liées à différentes catégories, réussir à chiffrer et à calculer les volumes de laine disponibles en fonction de ces catégories. Et donc, ça donne ça. Donc, déjà, ça a permis aussi de calculer un peu les volumes de toison disponibles par an, parce que pareil, on n'a pas de statistiques là-dessus. Donc, on ne sait pas du tout combien de laines sont produites par an en France. Alors, on peut faire une moyenne, mais qui est forcément très grossière, puisqu'en fait, en fonction des races, on a des propriétés différentes, mais aussi des quantités de laine très différentes. Ça va de 800 grammes pour une lacone à plusieurs kilos pour des texels ou des mérinos. Et donc, là aussi, en fonction des races, on a essayé voilà, d'adapter les volumes de laine produits et du coup, de calculer des volumes globaux. Et donc, on est autour des 10 tonnes de laine de toison tondue par an répartis de la manière suivante. Donc, voilà, au niveau français, on a majoritairement des laines fines moyennes et jarreuses, avec toutes les laines croisées derrière. Et donc, les laines fines, mérinos, moyens et fins, donc ça représente que 700 tonnes de laine. Parce que voilà, on parle souvent voilà, des pulls. Quand on parle de laine, on pense souvent aux pulls, aux mérinos. Et en fait, c'est vrai que ça ne représente pas des volumes très importants. Nos laines sont quand même globalement des laines plutôt moyennes en termes de finesse, et donc où on va devoir chercher soit des usages techniques, soit des usages dans la matelasserie, par exemple. Voilà. Donc, en dessous, enfin là, sur le tableau aussi, je vous ai mis la répartition par région, parce qu'on voit aussi que finalement, ça, c'est pas forcément lié uniquement aux effectifs, puisqu'en France, la région où il y a le plus de brebis, c'est l'Occitanie, mais on est sur des races qui vont moins produire de laine que d'autres races présentes dans d'autres régions. Et donc, on voit là, par exemple, que si on part sur les volumes de laine produite, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui passe devant l'Occitanie, puisqu'on a des races qui produisent un petit peu plus de laine. Et pareil, par exemple, dans le Grand Est, on a moins de brebis qu'en Bourgogne-Franche-Comté, mais on a potentiellement plus de production de laine, puisque là aussi, on a des races qui produisent plus de laine qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc, par rapport à ces caractéristiques, du coup, ça va induire des usages possibles différents, puisque en fonction de la finesse, de la longueur des fibres, du ressort,
et de la présence de jarres, on va avoir des usages différents. Et donc, voilà, c'est important de faire le lien pour savoir voilà, ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, je ne vais pas vous passer en détail toutes les utilisations possibles, mais elles sont très variées au niveau des laines. Aujourd'hui, on peut aussi bien avoir des produits textiles de vêtements, mais aussi on a aussi beaucoup de laine dans la décoration, dans l'ameublement, avec le feutre. Ou avec les produits tissés. Mais on a aussi, du coup, comme je vous le disais, pas mal de produits. Enfin, la laine peut être utilisée dans les matelas, les oreillers, les couettes. Nos laines à nous, les laines françaises sont assez bien adaptées pour ça. On peut avoir des usages aussi après dans des usages plus techniques. Donc on le verra tout à l'heure dans l'étude de marché, mais il y a des nouveaux débouchés qui se développent et qui peuvent permettre d'utiliser plus de volume. Voilà. Donc ensuite, il faut quand même faire le lien avec la réglementation, puisque la laine est un sous-produit animal de catégorie 3. Donc elle est soumise à un règlement européen, enfin à des règlements européens qui traitent des aspects sanitaires et qui définissent des règles bien précises sur la transformation des sous-produits pour qu'ils puissent être utilisés derrière, des sous-produits animaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente quand même voilà, une certaine contrainte par rapport à des usages, des nouveaux usages qui n'existaient pas forcément il y a une dizaine d'années et qui, du coup, ne sont pas forcément prévus dans la réglementation ou alors sont liés à des contraintes qui sont assez spécifiques et qui fait que par rapport à d'autres fibres, par exemple à des fibres elles aussi naturelles, mais d'origine végétale, en fait, on a des contraintes supplémentaires qui, du coup, euh, nécessitent des outils de transformation spécifiques et en plus, rajoutent un coût supplémentaire par rapport à des fibres végétales. Donc, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte, surtout pour les gens qui veulent développer des nouvelles voies de valorisation puisqu'il faut absolument tenir compte de cette réglementation. Donc, sans rentrer dans le détail, globalement, sur les usages techniques textiles classiques, le lavage est un process de transformation qui est reconnu par le règlement européen. Donc, c'est, voilà, on va dire, la voie la plus logique pour pouvoir transformer la laine. Donc, quand elle passe au lavage, derrière, on peut l'utiliser pour des usages techniques, il n'y a pas de souci. La seule particularité, en fait, on va dire, et le gros focus, c'est dès qu'on veut l'utiliser comme produit de fertilisation, dès qu'il y a un retour au sol, en fait, on va avoir une réglementation spécifique et plus contraignante, puisque l'Union européenne considère qu'il peut y avoir un risque de retour dans la chaîne alimentaire. Et donc, il faut qu'on ait un produit qui soit traité de manière à assurer la sécurité et éviter voilà, des contaminations croisées qui pourraient contaminer la chaîne alimentaire. Donc, ce qui fait qu'on a voilà, des process, enfin des traitements qui sont définis dans le règlement européen, des types de traitements, avec notamment des montées en température importantes pour pouvoir éliminer les spores. Et si on veut utiliser d'autres process, il faut les faire valider avec un process qui nécessite pas mal d'analyses, avec toujours derrière la nécessité d'arriver à éliminer les spores et arriver à montrer qu'on a un produit voilà, qui respecte des critères bien déterminés. Donc voilà, donc sur ces questions-là, aujourd'hui, on reverra tout à l'heure sur les usages agricoles, notamment, il y a quand même une latitude des États membres pour interpréter le règlement européen et notamment pour mettre en place des dérogations. Certains pays le font. Au niveau de la France, aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est ce qui pose un petit peu souci parce qu'il y a voilà, une lecture assez stricte du règlement européen et donc voilà, des dérogations qui ne sont pas aujourd'hui appliquée. Mais il y a une saisine de l'ANSES qui est en cours, qui a été faite par la DGAL. Et donc, l'ANSES doit normalement se rendre un rapport, un avis à l'automne 2025 sur les dangers que peuvent représenter la laine en soins. Et donc, ça permettra, au regard de ces résultats, peut-être d'adapter et d'obtenir des dérogations. Donc voilà sur cette partie-là. Donc avant d'attaquer les éléments de marché, Oui. je ne sais pas si vous avez des questions.
N'hésitez pas à lever la main, peut-être sur la partie réglementaire, là, si ça vous intéresse d'avoir des compléments, n'hésitez pas. Sinon, vous... Oui, Allô? oui, Samuel, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à Oui, tous. Moi, je travaille dans un parc là avec. oui. Donc, bonjour Audrey, on s'est déjà croisés à différentes reprises. Je voulais repréciser quelque chose par rapport à l'utilisation en tant qu'isolant sous forme de pellet. Donc, aujourd'hui, on peut faire de la fertilisation avec. Donc, je ne sais pas si Bon, c'était a abordé un priori, peu c'est dans un un gars qui a second temps. dû travailler en sous-traitance Mm. pour des FENR, Merci Bon, de couper mais vos micros, s'il vous plaît, pour ceux oui, qui il est de ne chez nous, parlent là, plus. ou ce gars, ou pas? Rome Sélection, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est oui, voilà. François, je ne sais pas qui c'est, mais Ouais, merci. Donc, du coup, c'était par rapport à ces histoires de transformation en pellet. Aujourd'hui, donc, ce serait potentiellement une voie de valorisation donc, pour la cause du lot. Il y avait la problématique de savoir si, donc aujourd'hui, il y a une entreprise avéronaise là, qui propose ces produits-là. Je me posais la question de la réalisation de cette transformation en France aujourd'hui par rapport à d'autres pays membres comme l'Allemagne qui n'ont pas forcément la même interprétation par rapport aux températures justement exigées d'hygiénisation. Et donc, en fait, la question est de savoir si aujourd'hui, il faut forcément sous-traiter, par exemple, dans un autre pays, ou c'est quelque chose qu'on pourrait réaliser en France directement au sein des coopératives ovines. alors, il y a deux choses sur ce point spécifique. Déjà, c'est en fait la réglementation européenne n'intervient pas sur les processus de transformation à proprement. Enfin, en fait, ça va dépendre des usages qu'on va en faire. Donc, quand on dit la fabrication de pelés, il y aura une obligation enfin, il y aura des obligations de traitement spécifiques en fonction des usages. Donc, si c'est des pelés pour la fertilisation, on est sur, voilà, du coup, des règles de montée en température qui font que le process de granulation ne permet pas de monter en température. Donc, il faut une étape supplémentaire pour ce qu'on dit. On dit hygiéniser, même si c'est pas le terme exact, mais voilà, pour rendre donc les pelés compatibles avec la réglementation européenne. Donc ça, c'est sur un usage fertilisant. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'isolation, où là, effectivement, on peut aussi utiliser les pelés a priori sur l'isolation. Et là, pour moi, on est sur des usages qui rentrent dans le cadre des usages techniques et textiles, où là, du coup, potentiellement, on n'a pas d'obligation de monter en température. Après, il y a d'autres quand même dispositifs de transformation qui doivent être reconnus, mais il y a notamment sur la partie textile la possibilité de stocker la laine à des... On a perdu Audrey. Audrey, Pardon? on t'a Oui. perdu pendant quelques secondes. Si tu peux reprendre Ah ta mince. phrase depuis le début. Donc je disais, ouais, sur des usages d'isolation, par exemple, en pellet, là, si on est sur des usages techniques, on va être sur des usages techniques, il n'y a pas de retour au sol, et du coup, on va être sur une législation voilà, où on n'a pas de nécessité de monter en température, et où voilà, il faut mettre d'autres dispositions, notamment de stockage avec un couple temps de stockage température, mais qui est totalement réalisable en amont de la fabrication des pellets. Mais donc ça va dépendre de l'usage qu'on veut en faire. Après, si on parle de la fertilisation, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, faire fabriquer en Allemagne et revendre en France, il n'y a pas les autorisations pour le faire. Il y en a qui le font, mais ils n'ont pas les autorisations. Donc, voilà. Donc après, on va en reparler tout à l'heure sur la fertilisation. Il y a aujourd'hui des structures qui travaillent pour essayer de trouver justement des process qui respectent la réglementation. Et il y a des choses qui sont assez bien avancées là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les dérogations qui sont aujourd'hui que eux, ils ne reconnaissaient pas cette dérogation. Et donc, ça ne donnait pas l'autorisation sanitaire pour vendre ces pelés en France. Pour autant, c'est fait. Voilà. Ok. Merci. Peut-être pour la partie, sans doute, Bernadette Forestier, agroforestier, vous voulez intervenir. Oui, merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, pour les forestiers et les agroforestiers, on utilise la laine de mouton en paillage et en répulsif gibier. Et pour nous, c'est très important d'utiliser la laine. Je suis éleveuse aussi, d'où la photo derrière, mais c'est très important d'utiliser la laine en soin. Alors, bon, bah, ça se fait
en se privant d'intermédiaires, en mettant en contact directement les utilisateurs avec les éleveurs, ce qui permet de limiter ou de chanter, on va dire, quelques aspects réglementaires. Néanmoins, c'est un point sur lequel ça serait vraiment très très bien qu'on évolue en termes de réglementation. C'est le frein principal aujourd'hui à de la valorisation en circuit court. Et cette loi-là, on demande juste aux utilisateurs, en fait, aux manipulateurs de porter des gants, des manches longues et de se laver les mains après avoir manipulé de la laine. Et on sait très bien que ces précautions très simples et très basiques nous permettent d'éliminer les risques sanitaires qui sont liés à la manipulation de la laine. Et aujourd'hui, ces précautions, ces aspects réglementaires paraissent complètement exagérés au vu du risque sanitaire. Voilà, c'était vraiment un point important. On pourrait, là, les forestiers et les agroforestiers, on pourrait valoriser mais des milliers de tonnes de laine. Vraiment, ça se compte en milliers. Et les payer, parce qu'on a les financements pour payer. On pourrait payer les éleveurs, et on paye les éleveurs pour leur laine. Plus que, dans certains cas, plus que le coût. Donc, vraiment, c'est un point qui nous permettrait, en plus d'un point de vue économique, de remettre de l'économie dans le circuit de la laine, en direct. Alors, effectivement, hein, c'est vrai que dans les propriétés de la laine, je ne l'ai pas mis là, mais oui, il y a le soin qui est un répulsif très connu et qui a une des vraies propriétés uniques. Dès qu'on a un retour au sol, alors même si l'objectif de mettre de la laine autour des arbres, c'est pas forcément le retour au sol, mais c'est l'intérêt aussi que ça soit biodégradable et que du coup, c'est de ne pas récupérer la laine derrière. Donc, on est un peu border et en tout cas, aujourd'hui, les autorités sanitaires ont envoyé des notes de service au DDSPP pour signaler que c'était des pratiques qui étaient interdites. Donc, voilà. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'on attend beaucoup de la saisine de l'ANSES qui, on l'espère, sera suffisamment positif pour que potentiellement il y ait des adaptations. Mais après, voilà, l'avis de l'ANSES, c'est toujours pareil, ça reste un avis. Avec, ils vont nous dire il y a tel ou tel danger, tel ou tel niveau de risque, voilà. Et après, ça sera aux autorités sanitaires de prendre des dispositions si elles le souhaitent. Donc nous, on va tout faire pour que ça aille dans notre sens et montrer aussi par rapport au volume que ça représente, peut-être aussi de se dire que c'est pas non plus des dangers phénoménaux. Mais ça, voilà, ça dépendra de l'avis de l'ANSES. Mais je pense que, voilà, au niveau en tout cas du ministère de l'Agriculture, ils ont bien pris conscience du sujet, et y compris sur la partie forêt. On essaye justement de faire du lien avec la partie forêt parce que on est vraiment sur de la bioéconomie et c'est tout à fait logique d'utiliser ce produit naturel. Marion, à vous. Oui, je rebondissais. Bonjour à tous. Sur les risques sanitaires, il y a aussi le volet un peu risque avec la faune sauvage ou pas? La contamination de faune sauvage, parce que nous, apparemment, sur le secteur, ça se fait pas pour ces raisons-là. C'est interdit pour ces raisons-là. De toute façon, je dirais aujourd'hui, c'est interdit. Donc, la question ne se pose pas. Après, c'est pour ça que l'ANSES nous donnera son avis. Potentiellement, ça reste un vecteur ça reste un vecteur de maladie si le troupeau est malade au départ. Et c'est vrai que le contexte sanitaire actuel avec la fièvre rasteuse qui n'est pas très très loin peut faire que ça peut aussi freiner un peu les choses. Écoute Audrey, on passe à la suite. Continuer avec le marché et le commerce de la laine. Donc, en termes de commerce, sur des éléments à l'échelle internationale, juste parce que je ne sais pas si tout le monde connaît un peu le marché de la laine. En fait, il y a 2 grands acteurs à l'échelle mondiale. Alors, les graphiques sont tout petits, mais c'était pour montrer. Donc, là, il y a les imports de laine en soins. Donc, en vert, sur le graphique du haut, c'est la Chine. On voit que c'est clairement le principal acteur pour tout ce qui est importation de laine, sachant que c'est aussi le premier producteur de laine, puisque c'est le premier cheptel ovin mondial. Et ensuite, le deuxième acteur, c'est l'Australie.
Donc là, c'est le graphique du bas et on voit donc l'Australie, c'est les petites barres sur la gauche où on voit que voilà, c'est le principal faiseur exportateur de laine au monde. En gros, ils exportent 30%, enfin, ils représentent 30% de la laine en soie à l'échelle mondiale. Et donc, voilà, c'est les deux principaux faiseurs. La Chine importe dans ses importations 70% de la laine qu'ils importent vient d'Australie. Et donc, nous, on représente 2% des imports pour la Chine. Donc, au niveau français, donc là, je vous ai mis un graphique avec les données fournies par France Agrimaire sur les données export, parce que c'est les seules données qu'on a pour voir un peu comment évolue le marché. Donc, sur tout ce qui est transformation interne, enfin sur le territoire, en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est complètement à l'aveugle. Et les seules données statistiques dont on dispose, c'est les données d'import-export à nos frontières. Et donc là, vous avez l'évolution des volumes importés et exportés. Donc, en volume, c'est la petite courbe en bleu. Et donc, ça va de 2017 à 2024. Et donc, voilà, 2017, 2018, 2019, on était à peu près sur des volumes assez classiques, autour des 7000 tonnes qui sont exportées tous les ans. Donc, c'est des chiffres qu'on avait depuis pas mal d'années. Donc, ça représente à peu près, en dessous, vous avez le ratio à l'export, à peu près, on va dire, 70% de la laine produite. Et en fait, en 2020, on a eu crise Covid, arrêt de la production en Chine, blocage de toutes les frontières, arrêt de l'économie mondiale et donc une chute brutale des exportations. Vous voyez, on est descendu en dessous des 4000 tonnes, ce qui représentait plus qu'un tiers des laines produites qui ont été exportées en 2020. Et voilà, ça a mis quand même plus de 2 ans pour repartir, même on va dire 3 ans pour repartir sur des niveaux à peu près normaux. Et aujourd'hui, en tout cas, enfin, en 2024, on a exporté plus de 10 000 tonnes de laine. Donc on a exporté finalement quasiment une année de production en 2024. Après, il faut savoir que comme on a eu 4 ans enfin, on va dire 3 ans d'exportation qui n'étaient pas à des niveaux habituels, les négociants ont accumulé des stocks qui font qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, ils ont encore des stocks et qui font que c'est aussi pour ça qu'on a des collectes qui reprennent progressivement, mais pas partout, notamment en zone rustique, qui ont été les premières zones qui ont été, voilà, où il y a eu l'arrêt de la collecte, puisqu'on est sur des laines un petit peu plus grossières, on va dire, et qui ont un peu plus de mal à trouver de la valorisation. Et donc, ça repart tout doucement. Voilà. Donc là, ce que je vous mettais sur les exportations de laine, vous voyez que 86% des exportations françaises vont vers la Chine. Et donc, on est très, très dépendant de la Chine. Ensuite, là, vous avez les prix à l'export, parce que pareil, du coup, c'est les seules données qu'on a. Bon, sachant que quand on a le 3/4 des laines qui sont exportées, voilà, ça donne quand même un peu des idées du prix de marché, parce que c'est énormément lié, du coup, à l'exportation. Et donc, là, en gris, vous avez la laine en soie d'Australie vers la Chine. Donc, vous voyez, on est sur des prix qui, à une époque, sont montés à 8 € du kilo. Qui aujourd'hui ont baissé, hein, on est autour des 5 € du kilo, donc ça montre quand même qu'il y a vraiment eu une baisse des cours à l'échelle mondiale. Après, voilà, nous, on ne peut pas se comparer aux laines australiennes, qui sont des laines mérinos, fines, classées. C'est voilà, c'est des troupeaux qui sont sélectionnés pour produire de la laine, qui sont produits pour la laine. Et du coup, voilà, qui sont pris en charge au moment de la tonte avec du tri sur place, voilà, avec des laines qui sont voilà, très segmentées et qui ne sont pas du tout sur les mêmes niveaux de finesse que nos laines à nous, et donc qui ne sont pas sur les mêmes prix. Mais par contre, la fluctuation des cours de la laine australienne joue sur les prix à l'export et donc sur nos laines à nous. En fait, vous avez du coup en orange et en bleu, donc c'est un peu tassé parce que par rapport au prix de la laine australienne, du coup, voilà, ça c'est un peu tassé. Mais pour vous dire que donc en bleu, c'est la laine française exportée vers les pays tiers, et en orange, c'est la laine française exportée vers la Chine.
Et donc, on voit que voilà, dans les années 2017, 2018, 2019, on était autour de 1,30 € du kilo exporté. Et donc, avec le Covid, on n'a pas totalement chuté, mais on a quand même bien baissé. On était autour de peut-être des 80 centimes. Et là, maintenant, ça a un petit peu remonté, mais on n'est pas arrivé, on n'est pas revenu au niveau d'avant Covid. Donc, on est du coup sur des prix à l'export. Donc, ça, c'est les prix finalement de la laine qui est collectée. Donc, il faut rajouter quand même les frais de collecte, les frais de tri, les frais de classification, de certification et tout ça. Donc, c'est les prix, les laines qui sont exportées, mis dans des conteneurs et exportées vers la Chine notamment. Mais on voit qu'on n'a pas retrouvé les prix d'avant Covid. Donc, au niveau des volumes, on a retrouvé les volumes, mais les prix sont toujours pas des prix d'avant Covid. Donc, ce qui explique aussi que, en plus des stocks qu'il faut vider, en plus, on n'a pas retrouvé un prix d'avant. Donc, le prix d'achat à l'éleveur, forcément, il n'a pas non plus repris derrière. Après, voilà, le prix payé éleveur, comme je vous disais, on n'a pas de statistiques, enfin, on n'a pas de données en fait. Donc, après, c'est des retours terrain. Et ce qu'on sait, c'est que voilà, entre 2020 et 2023, ça a été très compliqué pour pas mal de zones de territoire. Il y en a qui ont quand même continué à être collectées, d'autres où il y avait de la collecte, mais en gros, c'était je vous collecte votre laine gratuitement. Donc, certains éleveurs l'ont stocké. Et puis des zones où il n'y avait plus du tout de collecte. Donc là, voilà, ça a tendance un petit peu à reprendre, pas partout. Et on voit quand même que là où ça reprend, moi, c'est les retours que j'ai de certains nombres d'éleveurs d'un peu partout. On a quand même des prix qui remontent un tout petit peu, mais vraiment légers. Voilà, aujourd'hui, moi, on me parle de 20 centimes, mais ça reste, voilà, ça reste très timide. Donc, si vous voulez, je vous propose que, voilà, si vous avez des questions là-dessus, sachant que je ne suis pas non plus une grosse experte, mais si vous avez des éléments sur les prix aussi, sur les niveaux de collecte, c'est l'occasion d'échanger. Alors, une question, Audrey. Est-ce que la laine perd en qualité si elle est stockée pendant plusieurs années dans les curons, hein, je suppose, votre question, si elle est stockée en curon, hein, c'est ça? Je Oui. pense que c'est ça, oui. En fait, tout va dépendre des conditions de stockage. En fait, la laine, ce qu'elle craint surtout, c'est l'humidité. Donc, si elle est bien gardée au sec, donc ça veut dire généralement, il faut qu'elle ne soit pas stockée à terre directement. Il faut que ça soit dans des palettes, dans un coin qui n'est pas trop humide. Ça peut se conserver quelques années. Après, elle a quand même tendance à jaunir. Donc, après, voilà, pour des usages, on va dire, par exemple, en fil, c'est pas très, très bon voilà, quand c'est stocké en ferme. Après, je pense que les négociants aujourd'hui, eux, ils jouent là-dessus quand même. Ils stockent plusieurs années, ils jouent sur leur stock. Mais voilà, sur des valorisations, transformations en France, je pense qu'ils vont privilégier les stocks plus récents. Euh, donc après, voilà, de stocker la laine, voilà, on joue qui tout double, hein. Moi là-dessus, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, elle a tendance quand même à jaunir et à perdre un peu de qualité pour sa transformation. Après, si c'est pour l'export en Chine, j'ai tendance à dire que voilà, c'est pas forcément des critères. Tout dépend de l'usage qui va en être fait derrière, quoi. Autre question sur cette partie marché, reprise très progressive, on l'a vu. Oui, Ou des remarques. ou des remarques sur les prix, par exemple, qui restent effectivement, comme l'a dit Audrey, très bas, hein, payés à l'éleveur. Oui, Samuel. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer finalement, donc il y a une légère remontée des cours. Là, donc on voit bien qu'au niveau des territoires, il y avait quand même il y a eu un désintérêt autour de la laine, surtout de la collecte, voilà, de pratique finalement de collecte de laine qui était aussi un peu dégradée. Moi, j'étais au salon là, de l'agriculture avec les différentes coopératives et on sent qu'il y a quand même un sujet avec une envie de valoriser. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que là, si on avait un petit travail sur les lots, sur l'homogénéisation des lots, c'est-à-dire des lots vraiment sans peinture, sans partie souillée, avec quand même un tri, voilà, ce minimum de tri, est-ce qu'on pourrait espérer avoir une valorisation globale d'un lot de laine de plusieurs, à l'échelle d'une coopérative? Est-ce qu'il y a des espérances là au niveau des,
des négociants, ou est-ce qu'il faut qu'on va en direct avec eux parce qu'on est sur une démarche d'amélioration qualitative si jamais ça se met en place à l'échelle des coopératives? Est-ce que c'est le bon moment pour réinciter finalement à faire des petites formations laine au sein des coopératives pour dire bon, bah, ce serait intéressant de retravailler un tout petit peu la qualité de vos lots rapidement sans trop se casser la tête de manière à gagner un tout petit peu en rémunération? Alors, c'est pas grand-chose de passer de 5 à 20 centimes, c'est ridicule, mais sur le principe, on va quand même dans une pratique d'amélioration et de conscientisation de la valorisation potentielle. Donc, ce qui n'est pas inintéressant, je trouve. Et je pense que c'est ce que tu disais dans ta question, en fait. Hein. Enfin, c'est les acheteurs qui vont répondre à cette question-là. Donc aujourd'hui, les négociants, il en reste plus beaucoup. Je vois qu'il y a la question aussi, est-ce que sont-ils encore nombreux? Justement, Marie-France demande s'il y en a beaucoup. Il y a eu une vraie concentration, en fait, avec des rachats et donc des négociants, il n'en reste plus beaucoup. Je pense parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires dans le milieu de la collecte de la laine, avec des collecteurs qui ne font pas le commerce directement de la laine, ils le revendent à des négociants. Donc ceux-là, je pense qu'il y en a certains, il y en a pas mal qui ont arrêté là, avec vu les prix, enfin, il n'y avait aucun intérêt pour eux économique de continuer l'activité. Donc, je ne sais pas si ça va revenir ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, sur les négociants qui collectent et qui vendent après derrière pour de la valorisation, il n'en reste plus beaucoup. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, je pense. Ce qui fait aussi que du coup, ils concentrent un peu les pouvoirs de négociation, ce qui ne sont pas faciles. Voilà, on a un négociant qui aujourd'hui, je pense, il fait plus de la moitié des volumes. Un peu plus. Et donc, voilà, si on se penchait sur les pouvoirs, enfin, la concurrence et les pouvoirs de négociation, c'est clair que ça fait partie des difficultés aussi. Mais ça, voilà, j'ai envie de dire, pour inciter les éleveurs à améliorer leur qualité, nous, ils nous le disent tout le temps hein, quand on les rencontre, les négociants. Faites-nous de la laine plus propre, on arrivera mieux à la valoriser. Après, j'ai envie de dire, bon, c'est aussi un peu facile de dire ça, mais il faut que ça soit fait dans le cadre d'une démarche particulière, en fait. Donc, c'est une demande qu'ils ont. Donc, ça veut dire que si vous allez les voir et que vous leur dites, nous, on est capable d'eux, a priori, s'ils le disent, c'est qu'ils ont de la demande derrière. Par contre, il faut le voir avec eux parce que lancer une démarche et puis se dire, bah, après, on verra bien, ça ne marche pas comme ça, quoi. Enfin, vous risquez d'être déçus. Donc, il vaut mieux aller rencontrer les négociants. Si vous voulez, moi, je peux. Après, vous devez les connaître, je pense, parce que les coopératives, elles les connaissent quand même. Mais voilà, après. Ouais, ben nous, ça passait, c'est vrai, par les collecteurs de laine. Hein. C'était les tondeurs finalement qui centralisaient un peu tout ça. Au niveau local, avant, il y a eu la CAPEL qui le faisait directement. Mais bon, mais je vais me renseigner un peu du circuit en cours finalement et voir comment on peut passer plus en direct. Effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de lancer une dynamique si finalement derrière on n'a pas un minimum de retour. Voilà. Ouais. Audrey, on a deux questions au sujet de la laine d'export. Lucille demande comment est calculé le prix de cette laine. Tu as parlé de tri, de collecte. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent clairement d'établir ce prix de la laine à l'export? Ça, c'est la première chose. Et Marion demande, cette laine exportée, est-ce que c'est une laine qui est triée à minima? Est-ce qu'elle est lavée ou pas? Là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est de la laine en soin, donc elle n'est pas lavée. Trier, bah là, c'est le boulot des négociants. Et donc, sur les prix qui sont affichés, c'est des prix à l'export. Il n'y a pas de. Il y a différentes catégories de laine, en fait, mais ça reste des choses assez globales. Et donc, on ne sait pas. Enfin, je pense c'est des lots différents en fonction des usages et des commandes avec des conteneurs. Enfin, c'est quand même souvent des gros volumes qui sont exportés. Mais après là, c'est des choses. Moi, je suis pas là-dedans. Je sais pas exactement c'est quoi les critères, mais forcément, c'est fonction des débouchés. Après, voilà, à l'export, je pense que c'est pas forcément des exigences très très importantes. Et après, voilà, dans ce qui est exporté, il y a des choses. Enfin, quand on voit que dans les exports, il y a la République tchèque, et là, ça veut dire que c'est pour du lavage en Europe. Et donc, le lavage en Europe, c'est pour la transformation en Europe. Et là-dessus, il y a des exigences. C'est pour des utilisations en pas mal dans l'automobile, dans les matelas. Et donc là, on est sur des laines où il faut effectivement paquer la peinture, enfin, des choses où il faut de la laine. Et puis après, globalement, la laine propre, elle permet d'avoir des meilleurs rendements au lavage. Et donc, le coût du lavage, voilà, que ça soit. Enfin, le coût du transport de la laine,
plus on perd en rendement de lavage, plus on va avoir transporté de la laine et payer le coût du transport pour rien, quoi. Donc, ça fait partie aussi des critères importants pour les négociants quand ils achètent la laine, quoi. Alors justement, sur ce critère de qualité de laine, Antonin demande, est-ce que, comme tu l'as montré tout à l'heure, est-ce que cette qualité de laine, elle est très liée à la race, à la génétique, hein, ou est-ce qu'il y a quand même une partie méthode d'élevage, alimentation éventuellement, qui pourrait jouer, qui pourrait en fait faire qu'on ait une laine de meilleure qualité? En fait, quand on parle de qualité, il faut se dire que, enfin, quand on dit la qualité dépend des races, en fait, dans la qualité, c'est plutôt des caractéristiques. Parce que, en fait, chaque qualité, enfin, on ne parle pas de niveau de qualité, c'est pas laine de qualité, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on parle des spécificités liées aux races, on va être sur des caractéristiques différentes. Mais de la laine de Texel qui fait des matelas, par exemple, c'est pas une laine qui est de moins bonne qualité que de la laine mérinos, par exemple. C'est juste qu'elle a des usages différents. Donc après, sur la qualité, si on parle par exemple de propreté ou de rendement, là, effectivement, ça dépend des méthodes d'élevage de la propreté des chantiers de tonte. Donc là-dessus, il y a des paramètres qui sont assez connus. Donc les méthodes d'élevage, forcément, quand je dis méthode d'élevage, c'est par exemple des brebis qui vont être en plein air, qui vont être sorties plusieurs semaines avant d'être tondues. Ben, la pluie, généralement, elle fait son job et du coup, on a des laines qui sont plus propres et qui sont voilà, plus intéressantes pour des utilisations derrière de transformation. Ce qui est par exemple aussi un peu la bête noire des transformateurs de laine, ça va être tout ce qui est paillage automatique, où là on a de la paille qui est jetée sur le dos des brebis et qui rentre et qui pénètre dans la laine. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour ceux qui veulent transformer la laine. Et après, il y a tout ce qui est organisation des chantiers de tonte, où effectivement, si on ne prend pas les précautions sur mettre une bâche ou avoir un sol propre quand on tombe, bah, on va mélanger la laine, enfin les toisons, elles vont être mélangées avec ce qu'il y a sur le sol. Donc là, typiquement, on salit la laine alors qu'à la base, elle aurait pu être bien. Donc ça, c'est des précautions qui ne coûtent pas plus cher, mais qui sont juste d'avoir des chantiers propres et aussi organisés. Et donc là-dessus, voilà, sans rentrer dans le détail, c'est des choses qui sont assez connues, sur lesquelles on essaye de communiquer, mais c'est pas forcément évident. Mais sur le site Innovin, il y a des vidéos qui ont été faites récemment là, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube d'Innovin, où on parle justement de la propreté des chantiers de tonte. Il y a un kakimono aussi qui existe et qui est en ligne sur le site Innovin, qui s'appelle les 10 commandements. Les 10 commandements pour avoir de la laine de qualité, où là, ça a été travaillé avec l'association des tondeurs de moutons. Et donc, on a essayé de classer en 10 commandements les règles principales à respecter et qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui ne coûtent pas forcément trop de temps ni d'argent à l'éleveur pour être mis en place et qui permettent d'assurer un peu d'éviter en fait qu'on ait une laine qui soit salie au moment de la tonte et un peu au préalable aussi. Il y a quelques précautions à prendre en amont aussi des chantiers de tonte. Et donc ça, c'est des choses qui sont accessibles sur Internet. Audrey, il te reste 20 minutes pour parler des aspects donc de transformation. J'attaque la suite. Donc sur la transformation en France, il faut savoir en fait qu'on a quand même pas mal d'acteurs principalement dans le textile qui sont encore présents, mais avec certaines difficultés. Alors d'une part, on a des entreprises qui transforment de la laine depuis très longtemps, qui ont des capacités de transformation assez importantes, mais qui utilisent pour un certain nombre des laines d'importation. Et donc pas des laines françaises parce que on est principalement sur des laines hémisphère sud qui sont sur où on a des gros troupeaux avec des chantiers de tonte qui sont organisés dans des salles de tonte avec derrière du tri, et donc on a des laines qui sont beaucoup plus propres que nos laines, qui sont souvent on est sur des races il y a moins de races que nous. Les collectes sont plus faciles parce que comme on est sur des gros troupeaux, c'est plus rationalisé. Donc, ils ont des laines plus régulières en fait. Et nous, notre souci, effectivement, c'est qu'on a plein de petits points de collecte avec des laines très diverses. Et donc, la segmentation de nos laines est plus compliquée et les lots on a des lots souvent très hétérogènes d'une année à l'autre. Et ça, pour des gens qui transforment la laine, c'est compliqué parce qu'ils règlent leur machine
et qu'ils n'ont pas envie de régler à chaque lot de laine, de re-régler leur machine. Donc ça fait partie un peu des difficultés, mais c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on peut travailler. Et la question justement de la collecte et du tri au niveau de la collecte, c'est un vrai sujet. Et après, on a des outils qui travaillent à façon et qui peuvent transformer du coup des plus petits volumes de laine, souvent voilà, de manière plus artisanale. Après, du coup, ils ont souvent quand même des coûts de production plus importants. Et donc, qui font que voilà, on va être sur des démarches où très rapidement, on va avoir des produits qui coûtent quand même un petit peu cher. Mais en tout cas, voilà, ces acteurs-là, ils existent. Un des maillons faibles, on va dire, c'est le lavage. On a pas mal de lavages qui ont fermé et qui continuent de fermer. Il en reste quand même quelques-uns en Italie, en Espagne. Le plus gros, il est en Belgique, mais aujourd'hui, il a des difficultés. Il a déposé le bilan. Donc là, c'est début d'année. On espère qu'il va être repris, mais on ne sait pas. Donc, ça fait toujours partie des points critiques. Donc, il y a des projets de création de lavage en France, mais on voit bien que c'est quand même une activité qui génère très peu de marge et qui est du coup très compliquée avec voilà, un process qui est très énergivore. Et donc, voilà, c'est un peu le maillon faible de nos transformations. Donc, pour votre info, en 2024, il y a une feuille de route qui a été mise en place qui avait pour objectif d'identifier les enjeux pour la filière et de définir un peu des grands axes de travail. Pour ça, ça a été fait sous la coordination tricolore avec l'appui de France Agrimaire. Mais du coup, il y a eu des concertations collectives, il y a eu des contributions en ligne. Donc, il y a eu énormément de participation, de contributions. Il y a eu plus de 65 contributeurs à la feuille de route. Donc, une synthèse qui n'a pas été forcément facile parce qu'il y avait beaucoup d'idées, donc ce qui est quand même positif. En tout cas, ça a pu mettre en avant qu'il y a plein de démarches un peu partout, mais qui voilà, ont besoin aussi un peu d'être structurées et surtout d'être connues des uns et des autres pour qu'on utilise finalement les retours d'expérience des uns et des autres pour avancer au fil de l'eau et éviter de refaire le travail des uns et des autres. Donc, il y a 7 grands chantiers qui ont été identifiés. La feuille de route, elle est en ligne. Si ça vous intéresse, il faut aller sur le site du collectif Tricolore et il y a une synthèse qui est en ligne. Mais voilà, je repasse très rapidement. Après, donc, il y a une étude de marché à l'occasion de cette feuille de route qui a été faite par le CETI. Donc, c'est un centre technique d'innovation dans le textile. Qui ont essayé un peu d'identifier les différents marchés pour les laines françaises et d'essayer d'identifier les potentiels par rapport aux caractéristiques de nos laines. Donc, en gros, ce qu'ils considèrent, c'est que sur les 10 000 tonnes de toison, à partir de la cartographie qui a été faite avec Race de France et le collectif Tricolore, voilà, il y a à peu près, potentiellement, sur ces 10 000 tonnes, il y aurait 85% de ces 10 000 tonnes qui pourraient être utilisées sur des usages, on va dire, techniques, plutôt en aiguilletage et 15% en fil. Donc, sur les 15% en fil, on va être plutôt sur de l'habillement. Donc, on a dit, voilà, il y a les mérinos, on est sur 600 tonnes, mais qui aujourd'hui, voilà, sont pas forcément qui n'ont pas forcément des laines trop qualitatives. Donc, du coup, il y a du travail aussi à faire là-dessus sur la mérinos. Mais en tout cas, il y a une partie voilà, habillement qui représente 750 tonnes. Mais après, sinon, on a des marchés potentiels. Donc, sur la construction, l'isolation phonique et acoustique. Donc, acoustique et thermique. Donc, sur la thermique, la difficulté, c'est le traitement anti-mythe. Donc là-dessus, voilà, puis ça demande des habilitations qui coûtent assez cher, des certifications. Donc, ça reste un peu des choses compliquées, mais il y a des opérateurs aujourd'hui qui le développent et qui le proposent. Après, il y a l'ameublement avec tout ce qui est tissu, feutre, où il y a des vrais intérêts. Et dans l'ameublement, il y a aussi tout ce qui est matelasserie, domaine du sommeil, donc ça représenterait 1500 tonnes. Il y a l'emballage aussi. Là, je ne le développe pas, mais il faut savoir que la laine, les flocons de laine et la laine peut être transformée pour permettre d'être des alternatives à tout ce qui est polystyrène pour l'emballage de produits fragiles et à forte valeur ajoutée. Ça peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui, en fait, avec le développement de la vente sur Internet, les emballages, c'est un marché qui explose. Et du coup, aujourd'hui, on a une entreprise française qui propose des emballages à partir de laine et d'autres fibres.
Et donc ça pourrait représenter 500 tonnes de laine transformée. Et après, on aurait aussi potentiellement des développements dans les usages agricoles. Et donc, c'est ce que je vais développer dans la foulée. Sachant que sur les 10 000 tonnes de toison, en fait, une fois qu'elle est lavée, ça ne représente plus que 5 000 tonnes de laine, si on fait les rendements classiques de lavage. Donc, sur les usages agricoles, la laine, on l'a dit, elle a un pouvoir isolant. Elle a aussi un fort pouvoir d'absorption de son poids en eau, 30%. Elle est biodégradable. Elle a une composition qui n'est pas négligeable avec une teneur de l'ordre de 10% en azote. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue nutritif. Et puis, elle a le soin qui a un effet répulsif et qui a un vrai intérêt pour des usages agricoles. On a une demande croissante de solutions d'origine naturelle, biodégradables. Donc, ça colle tout à fait avec la laine. Et ça peut permettre d'utiliser des volumes. Donc, c'est des vrais usages sur lesquels beaucoup de gens se penchent. La difficulté, c'est que ça reste quand même, il ne faut pas se leurrer, ça reste des produits à faible valeur ajoutée. Les pelés d'engrais, c'est peut-être encore quelque chose qui peut permettre une valorisation un peu plus importante. Mais par exemple, le paillage, c'est une valorisation qui est quand même pas très, très importante. Et puis, on a les difficultés réglementaires qui font qu'aujourd'hui, c'est le gros frein à ces usages. Donc, sur les engrais, on en a parlé tout à l'heure. Très rapidement, on est sur une réglementation très stricte parce qu'il faut éliminer les spores. Donc, c'est soit monter en température, soit des méthodes alternatives. Donc, aujourd'hui, il y a des porteurs de projets qui travaillent sur ces méthodes alternatives. On sait aussi qu'il y a un acteur aujourd'hui qui a réussi à développer un process pour éliminer les spores avec des montées en température qui sont économiquement viables. Maintenant, il faut qu'il ait les autorisations sanitaires. Il est en cours de demande d'autorisation. Et donc, potentiellement, demain, on pourra fabriquer des pelés en France avec les autorisations qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fabriqué dans l'Union européenne n'a pas les autorisations pour être commercialisé en France. On le rappelle, même si certains sont passés à la télé. Non, allez. Audrey, Oui. Est-ce que tu peux faire un petit retour arrière? On t'a pas entendu. Après télé, ça a coupé. Pour dire que même si il y a certains acteurs sont passés à la télé, ça ne veut pas dire qu'il y a les habilitations, les accréditations derrière et les autorisations en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et donc si vous avez des projets, rentrez en contact avec avec votre DSPP pour vérifier tout ça et faire le point avec eux en fait. Voilà, sur la partie engrais. Sur la partie paillage, donc là, aujourd'hui, il y a des acteurs qui proposent du paillage en laine. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de produits biosourcés qui existent sur le marché, qui sont assez concurrentiels. Nous, la laine, le fait de la laver, de la transporter, ça coûte assez cher. Donc, par rapport à ça, et notamment aussi par rapport aux manchons de protection, parce que l'idée, c'est même la laine, une fois lavée, est-ce elle peut conserver potentiellement ses propriétés si on a un lavage un peu léger, garder ses propriétés de répulsives. Donc là-dessus, en fait, il faudrait qu'on continue à travailler la R&D et surtout qu'on acquiert des références pour pouvoir avoir des arguments vis-à-vis des autres matières biosourcées. Donc ça, il y a des choses en cours, il y a des projets en cours. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites, mais c'est en attente d'accord de financement. Mais il y a des projets avec le CTIFL, donc c'est l'Institut des fruits et légumes, l'Institut de la vigne, il y a des essais qui sont en cours. L'ONF, je sais qu'ils font aussi des choses sur les aspects répulsifs aussi, et les champs d'agriculture. Donc il y a des choses en cours. Mais l'objectif aussi, c'est d'arriver à diminuer les coûts de production en ayant plus de volume. Le lavage, si on arrive à avoir un lavage en France compétitif, pourra permettre aussi, on l'espère, de diminuer les coûts de production. Et après, on attire toujours l'attention sur la nécessité quand même, en plus de tout ça, d'avoir une transparence sur l'origine des matières premières. Parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui transforment des laines, mais pas forcément français, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais y compris sur des usages agricoles. Et donc, c'est aussi un gros enjeu. Donc là-dessus, au niveau du collectif tricolore, il y a un outil digital de traçabilité qui a été mis à disposition des acteurs de la filière. Et c'est vrai que sur la partie amont, il ne faut pas hésiter à insister auprès des opérateurs. Et quand vous mettez en place des projets de valorisation, de transformation, c'est vraiment de penser à assurer cette traçabilité parce que ce qui démarquera les produits par rapport aux produits entre eux, c'est aussi de pouvoir ajouter qu'on est sur des produits qui utilisent des laines françaises.
et donc valorise aussi les brebis qui sont dans les territoires. Et ça, du coup, il y a un vrai enjeu sur cette notion d'origine des matières premières qui jusqu'à présent n'était pas trop, on n'a pas beaucoup de fabricants qui communiquent là-dessus. Ils communiquent sur le fait de transformer en France, mais pas sur le fait que la matière première, elle vient de France. Et en fait, dans les produits transformés, on est une des seules filières à pouvoir avoir tout, avoir de la matière première qui est d'origine française, ce qui n'est pas le cas sur des produits pétrosourcés ou sur d'autres produits naturels. Après, le lin, le chanvre, ils peuvent, mais par contre, le lin, ils n'arrivent pas à transformer en France. Mais voilà, il y a très peu de matière. Le coton, aujourd'hui, on ne transforme pas, on ne produit pas en France. Donc voilà. Donc voilà. Et après aussi, un petit point sur le compostage. Donc là, on n'est pas vraiment sur de la valorisation, mais plutôt sur du déstockage, on va dire, en ferme. Mais voilà, ça fait partie des usages agricoles sur lesquels on travaille parce que en termes de process, c'est quelque chose qui peut où voilà, il y a une réglementation européenne qui est assez stricte. Il y a des essais qui ont été faits dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle l'Analand dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a montré la faisabilité technique. La laine se composte assez bien, il n'y a pas de difficulté technique. Après, la difficulté, le frein, en fait, la limite aujourd'hui, c'est la montée en température du fumier d'ovin. Parce que pour la réglementation, en fait, sur les sous-produits animaux, exige qu'on monte à 70 degrés à cœur. Donc, pendant une journée, si on a plusieurs points de prise de température, mais si on n'a qu'un point de prise de température, c'est pendant 5 jours. Et donc, il y a une dérogation aujourd'hui pour le lisier seul. Donc, quand on transforme son fumier d'ovin tout seul, on a des couples temps-température équivalents à 65 degrés, 60 degrés. Il faut juste rester plus longtemps. Mais voilà. Mais par contre, si on rajoute de la laine, il n'y a pas de dérogation pour la laine. Et donc, aujourd'hui, on doit monter à 70 degrés. Et c'est compliqué parce qu'en fait, le fumier d'ovin, quand il est pailleux, eh ben, on a un peu de mal à monter en température. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Il y a notamment le CIRPO qui travaille là-dessus et FEDA-XP qui travaille là-dessus. Et derrière, on espère pouvoir, avec la VINACES aussi, obtenir des dérogations au même titre que le fumier. Mais ça, c'est en cours. Voilà. Audrey, il y a donc Marion qui se demande si la mise en place de la centre de lavage de la laine en France n'est pas un peu une nécessité hein, et le maillon manquant pour développer des projets au niveau local et national. Qu'est-ce que tu en penses? Après, sur des projets vraiment sur des tout petits volumes pour tester des choses, voilà, aujourd'hui, je dirais qu'il y a des lavages qui existent et qui permettent de tester des choses. Après, pour des développements sur des plus gros volumes, on va vite être en saturation. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça devient un peu le passage obligé. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs projets sur le territoire qui sont en réflexion et il faudrait surtout pas, en fait, enfin, je pense que ça serait pas forcément très économiquement intelligent qu'il y ait plusieurs projets qui se développent et qui rentrent en concurrence. Donc, c'est toute la difficulté, en fait. Mais après, voilà, les initiatives, on peut pas, enfin, c'est compliqué de. Ça sera au premier, je sais pas, le premier qui arrivera à mettre en place son projet, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les besoins pour des valorisations en volume, c'est d'avoir des lavages qui coûtent pas trop cher, sinon on ne sera pas compétitif. Et donc, ça veut dire voilà, plutôt des volumes, un lavage avec un peu de capacité de transformation ou alors avec un process innovant qui permet de diminuer les coûts. Mais ça aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, il y a plusieurs projets dans les starting blocks. Bernadette, si vous êtes encore là, vous nous avez dit que vous avez des références en répulsif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les aspects agroforesterie, je suppose? Alors oui, effectivement, j'ai des références. J'utilise la laine, alors en paillage, en agroforesterie, de façon importante depuis longtemps. Donc là, j'ai pas mal de retours terrain si ça peut intéresser du monde. Et puis j'ai également utilisé les protections de manchon laine avec des résultats extrêmement concluants. Donc y compris sur de la laine lavée. Des résultats très 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 concluants sur l'effet répulsif en situation forestière, en pleine Sologne. Hein, donc inutile d'aborder l'aspect gibier. Mais enfin voilà, j'ai beaucoup d'éléments de terrain, donc si ça peut être utile, je les partage très très volontiers. Vous pourriez mettre votre adresse mail? Vous pouvez mettre dans la conversation, Bernadette, votre adresse? Ouais, ça marche, je fais ça tout de suite, ouais. Et comme ça, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez la récupérer. Ouais, ça marche. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions,
on vous propose de terminer ce webinaire. Vraiment, avec Audrey, on vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. On voulait vous informer également que le prochain webinaire au vin aura lieu donc le 14 avril, alors sur un sujet complètement différent puisqu'il va concerner le numérique, hein, tout ce qui est drone, GPS et caméras de surveillance. Et donc, on vous donne rendez-vous au 14 avril ou à d'autres dates ultérieures pour ceux que ça intéresse. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.